Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute de notre rendez-vous LGBT+. En face de moi, bonsoir à notre amie Valérie Beau. Comment ça va ? Bonsoir, quel plaisir d'être là. Eh bien, ce soir, voilà où ça peut amener de flâner dans les rues de Paris. J'ai découvert Ovida de Lecte. C'est le nom que j'écris ce soir. À tout à l'heure. Vivement tout à l'heure. Bonsoir Étienne Bonpefemme. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Oui, pour la LGBT, ce soir, je vous réserve un petit livre fantastique à paraître ce vendredi en France aux éditions Actu SF. Il s'agit de Cemetery Boys d'Aidan Thomas. Nous avons un invité ce soir, Guillaume Lamort de Gaille, si je prononce bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans les yeux de Mathéo, c'est une performance débat autour du harcèlement et de l'homophobie que tu joues à partir de mercredi au Centre LGBT de Paris. Tu vas nous en parler dans quelques minutes. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et celui qui réalise l'émission, il s'appelle Nathan Hierro. Bonsoir Nathan, comment ça va ? Bonsoir Brahim, eh bien écoute, je vais très très bien. J'espère que tu vas très bien aussi de ton côté. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Christophe Martet, LGBT+, Committed. Bonsoir Christophe, comment ça va ? Ça va comme après un jour un peu particulier quand même. Hein. Effectivement, un jour très particulier. Alors au lendemain, nous savons maintenant qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas vraiment une grosse surprise, sera face à Marine Le Pen. Et ce serait bien justement d'évoquer un peu leur programme. Est-ce que tu peux nous en donner un peu le détail ? Vous en avez d'ailleurs parlé chez Committed. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait préparé avec Tiffaine Dubuard, qui est journaliste à Committed, on avait préparé un article sur ces deux candidats parce qu'ils étaient quand même pressentis pour être au second tour. Alors c'est intéressant de voir que même si bien sûr on a l'impression comme ça dans un premier temps que Emmanuel Macron est quand même plus à l'aise sur ces questions et son bilan est plutôt meilleur, et ses propositions en revanche sont nulles. Enfin, il n'y en a pas en tout cas. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de proposition dans son programme qui concerne les questions LGBTI, à part le fait qu'il est contre la GPA. Et on a relevé aussi récemment dans une interview qu'il a donnée vendredi soir aux médias bruts qu'il n'était pas vraiment favorable à des cours d'éducation sexuelle ou sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle, tout ça, à l'école, au collège, donc il est très hésitant là-dessus. Donc ça nous a un peu surpris quand même si on sait que voilà, durant son premier quinquennat, il a quand même mis en place la PMA pour toutes, sauf qu'elle n'est pas accessible aux personnes trans, et il a interdit les thérapies de conversion. Alors du côté de Marine Le Pen, là les choses sont quand même plus inquiétantes. Hein. Si elle devait devenir présidente de la République, elle a voté contre la PMA pour tout en tant que députée. Elle s'est jamais vraiment, tu te souviens Brahim, c'est vrai que pendant les débats sur le mariage pour tous, on l'a pas trop entendu, mais enfin on sait très bien que tout ce qui va concerner la GPA, la PMA, elle va être contre. Et surtout, elle veut revenir sur les droits plus fondamentaux, notamment en matière de droits des femmes. Donc ça, c'est très inquiétant aussi. Et puis bien sûr, sur les étrangers, y compris les étrangers LGBTI, c'est clair que les demandeurs d'asile, en particulier LGBTI, dont je m'occupe un peu aussi en tant que bénévole à l'ARDIS, forcément, ça pourrait être très 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 ennuyeux et très dangereux si elle devait passer. C'est vrai qu'elle aussi, elle s'est prononcée très très fortement contre tout ce qui peut concerner l'éducation ou même la discussion des questions LGBT à l'école. Macron, tu penses qu'il peut y avoir une évolution quelque part et qu'il peut revenir sur ses décisions, ou face à cette montée de l'extrémisme, il se dit il vaut mieux être prudent jusqu'au bout ? À quel niveau tu veux dire ? De revenir sur les... De revenir, c'est en disant tout ce qu'on veut faire évoluer dans les écoles, tout ça, qu'il l'intègre et qu'il intervienne pour faire justement donner l'occasion, je veux dire, au monde de l'école, de s'ouvrir un peu aux questions LGBT+, tout ce qu'on envisage de faire évoluer en fait. Parce qu'il a un recul quand même qu'on comprend pas quand même. Il est là-dessus sur une ligne qui est pas terrible, quoi, parce que tu vois, le fait d'être comme ça frileux sur le fait de pouvoir parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de sexualité à l'école. Enfin, on se dit quand même, on est au XXIe siècle, les choses évoluent, les enfants ont accès à des tas d'informations, y compris via les réseaux sociaux, etc., à des âges très jeunes. Donc, je pense que c'est justement à l'école qu'il faut justement pouvoir mettre un peu mieux les choses au clair.
guerre, faire des formations. Donc cette frilosité, c'est vrai qu'elle augure pas de quelque chose de très positif, quoi. Après, bon, il n'y a pas photo, hein. Si tu veux mon opinion personnelle, clairement, c'est clair qu'il vaut mieux un Emmanuel Macron qu'une Marine Le Pen à l'Élysée, et pas seulement, bien sûr, pour les questions LGBTI, pour l'ensemble des questions qui touchent les personnes, les citoyens et les personnes en France. Bien sûr, tout à fait. Alors, est-ce que vous allez suivre un peu la campagne jusqu'au... Oui, on va essayer bien sûr de voir si justement pendant cette campagne, on va quand même parler un petit peu des questions LGBTI, de la même façon qu'on avait interviewé la présidente de AID, Camille Spire, parce que les questions liées au VIH ou à la santé n'ont pas été très présentes finalement. On a vu qu'avec cette crise du Covid, il y a quand même des énormes problèmes à l'hôpital, de prise en charge, etc. Et on n'en a pas beaucoup parlé finalement durant le premier tour. La campagne de premier tour, donc peut-être que ça va changer pour les 15 jours qui restent. Donc voilà, on va rester assez vigilants là-dessus. On va parler de l'Ukraine. Vous avez rencontré récemment Alice Coffin. Oui, alors on l'a interviewée de loin, à distance, puisque Alice Coffin, dont je rappelle qui est journaliste, qui est militante et qui est au Conseil de Paris pour Europe Écologie Les Verts, est actuellement depuis maintenant presque 3 semaines, je pense, un peu plus même. Il était en Pologne, à côté des associations lesbiennes, pour venir en aide justement aux personnes en exil, et en particulier aux femmes lesbiennes et aux personnes trans. Et donc on l'a interviewée, Tiffaine l'a interviewée via WhatsApp, et on a su après qu'elle a pu aussi aller en Ukraine, parce que des associations comme le European Lesbian Community, qui est un gros réseau d'associations lesbiennes dans l'Europe entière, fait vraiment un travail remarquable, et je tiens vraiment à le souligner, quoi. Encore une fois, les femmes lesbiennes ont vraiment mis ça en place, et c'est super important d'avoir mis en place cette solidarité immédiatement après le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et voilà, elles hébergent, elles soutiennent, elles apportent de l'aide, elles aident les personnes à effectivement se déplacer de l'Ukraine jusqu'à d'autres pays d'Europe. Ou pour celles qui veulent rester en Ukraine, elles apportent aussi de l'aide. Donc c'est vraiment une action super, quoi. Incroyablement courageuse et très concrète. Vous avez parlé dernièrement aussi de Boris Johnson, qui est contre un certain nombre de choses et qui mérite un carton rouge. Oui, tout à fait, parce que Boris Johnson s'est prononcé contre la participation des femmes trans. Alors lui, il appelle ça des hommes biologiques, ce qui est encore plus horrible, des femmes trans à des compétitions sportives. Et c'est vrai que ça fait suite à l'inéligibilité d'une cycliste trans, Emily Bridge, à une épreuve féminine de championnat britannique. Mais lui, il a décidé d'intervenir contre la participation des femmes trans à ces compétitions sportives. Je rappelle, une polémique qui a lieu en ce moment en Grande-Bretagne, puisque il était question d'interdire les thérapies de conversion. Après, ils sont revenus dessus. Son gouvernement voulait que cette interdiction des thérapies de conversion ne concerne pas les personnes trans, c'est-à-dire que voilà, ce qui est quand même très très étrange. Et à tel point que le scandale a quand même poussé l'émissaire du gouvernement sur les questions LGBT, donc Ian Anderson, a présenté sa démission la semaine dernière, et une conférence qui va avoir lieu à Londres en juin, une grosse conférence sur les questions LGBT, a été annulée puisque les 80 associations décidaient de se retirer de ce projet. Pour évoluer, on pourrait offrir à Boris Johnson un voyage à Saint-Martin pour rencontrer le chef d'État. Tout à fait, Paolo Rondelli, tout à fait, qui est le Saint-Marin, qui est le chef d'État. On sait que Saint-Marin, c'est tout petit État, on va pas se mentir, c'est 34 000 habitants, donc voilà, ça va pas changer la face du monde vraiment, mais quand même, c'est important, puisque tous les 6 mois, le capitaine régent, donc l'équivalent d'un chef d'État, est élu au suffrage indirect à Saint-Marin, donc un tout petit territoire dans le territoire italien. Eh bien, Paolo Rondelli est officiellement le chef d'État de Saint-Marin, et il est aussi ouvertement gay. Il a beaucoup travaillé sur les questions gays depuis très longtemps. Et donc voilà, alors bien sûr que c'est très symbolique, mais voilà, ça fait partie des bonnes nouvelles aussi dont on a un peu besoin de temps en temps. Ouais. Merci. Est-ce que tu voulais terminer par autre chose avant de te retrouver le mois prochain, Christophe? Non, mais je crois que voilà, je pense que on a fait aussi un sujet sur le retour du printemps des associations. Donc c'est important, on était content de voir que effectivement le printemps des associations revenait, donc on a fait avec Jean-Benoît, on a fait un reportage photo sur place. Donc voilà, je m'en veux parce que j'ai vraiment raté cet événement, je ne le rate pas habituellement, et là je sais pas ce qui s'est passé. Bah oui, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Tu peux pas être partout, Brahim, tu fais déjà énormément de choses, donc. Ouais. Ça va, voilà. Je m'en voulais un peu. Donc c'était bien, il y avait de l'ambiance, il y avait du monde. Oui, il y
visiblement, il y avait beaucoup de monde et les gens étaient contents de se retrouver, quoi. Merci Christophe, tu nous rappelles le site internet de Committed ? Tout à fait, committed.fr, 24h/24, disponible tout le temps, voilà. Et on a hâte de vous y retrouver. Et merci toujours de pouvoir nous donner la parole et une petite place dans ton émission. Ouais. C'est toujours sympathique. C'est un plaisir. Donc un pronostic pour dans 2 semaines, Macron ou Mélenchon ? Ah bah moi j'aurais préféré, effectivement. Ça aurait été le rêve. Et ça n'a pas été loin, mais ouais. Bon, écoute... Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, non, il faut, bien entendu, il faut tout faire pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Parce qu'encore une fois, ce serait un danger pour tout le monde et évidemment pas seulement pour les personnes LGBT, mais en particulier aussi pour les personnes LGBT. Donc, merci Christophe, voilà. Et à très vite. Merci à toi, Brahim. À bientôt. Merci, au revoir. Homo Micro, l'invité du jour. Et notre invité Guillaume, la mort de Gaël. Presque. La mort de Gaël. Alors tu vas nous dire un peu ton parcours. Alors après 5 ans passés à Sciences Politiques à Rennes, tu décides de devenir comédien en intégrant un conservatoire municipal d'art à Paris. Hein. Tout à fait. Alors c'est vraiment un changement. Qu'est-ce qui t'a poussé, une fois avoir fait 5 ans quand même Sciences Po, finir comédien? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Écoute, je vais te dire... Le théâtre, c'est quelque chose que je faisais depuis tout petit, qui m'a toujours vachement animé. Et après avoir travaillé 5 ans à Sciences Politiques et avoir bien rempli mon cerveau à fond, full, etc., je me suis dit, ma tête, je l'ai assez travaillée. Ouais. Maintenant, il est temps de revenir à quelque chose d'un peu plus physique, d'un peu plus corporel. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait dans le travail artistique, quoi, pouvoir travailler avec mon corps et pouvoir m'exprimer autrement que par des dissertations. T'allais vers quoi? C'était une formation qui t'amenait vers quoi? Alors moi, je restais quand même dans le domaine culturel puisque j'allais travailler dans le management culturel. Je voulais travailler dans l'administration d'un théâtre ou des relations publiques ou voilà, quelque chose comme ça. Et après ça, donc, tu t'es lancé dans la comédie, tu as pris des cours, Tout à fait, c'est-à-dire qu'en arrivant à Paris pour terminer mes études de sciences politiques, je suis rentré dans cette fameuse école de théâtre qui est donc un conservatoire d'arrondissement. J'étais dans le conservatoire du 7e arrondissement et à partir de là, je me suis dit, le destin me tend les bras, il est temps pour moi de fermer la page des sciences politiques et de me lancer en tant que comédien. Avant de parler de ton actualité de mercredi, donc au centre LGBT de Paris, qu'est-ce que tu as fait depuis? Raconte-nous un peu ton parcours. Eh bien, une de mes activités principales, ça a été quand même la création d'une compagnie, d'une association avec laquelle je peux concevoir mes propres projets artistiques. Je travaille beaucoup avec le jeune public. J'ai plusieurs spectacles, notamment un en création avec 2 classes de CM2. Nous travaillons autour de la thématique du harcèlement scolaire. Tiens, on va peut-être en reparler encore bientôt. Ouais, il faudrait... Donc mercredi, et là ça va faire plaisir à Macron, peut-être que ça va le faire évoluer un peu après l'émission de ce soir, peut-être qu'il changera d'avis et finira par nous apporter un soutien. J'espère que Macron ira voir tous mes spectacles et changera d'avis sur absolument tout ce que tu as dit un peu plus tôt. D'autres actions, d'autres événements avant celui de mercredi, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Des séries peut-être? Vous ne m'avez pas encore beaucoup vu au cinéma et c'est normal, je travaille principalement au théâtre. Néanmoins, tout est possible, tout est une affaire de rencontres et de bonnes rencontres. J'ai encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé au théâtre et peu au cinéma, pour résumer. Dans plusieurs rôles, s'il fallait nous citer 2-3 rôles à peu près. Eh bien écoute, le rôle en ce moment qui me porte le plus, c'est le rôle d'un cosmonaute qui part dans l'espace. Et en fait, c'est une histoire fantastique d'un cosmonaute, si vous voulez. Il est envoyé dans l'espace pour sauver la Terre d'un astéroïde qui va s'écraser imminemment sur la planète. Et lui, en fait, il est censé sauver la planète. Sauf qu'en fait, il apprend que au lieu de cette carrière héroïque qu'il attend, il va en fait mourir dans l'espace. Donc c'est son tout dernier voyage. Et donc c'est l'histoire de sa solitude dans l'espace, des flashbacks, comment il en est arrivé là. Ouais. C'est un spectacle assez fou et pour moi ça renvoie vachement à cette idée, le thème de l'urgence climatique, etc., du dérèglement de la planète. Là, la fin du monde, c'est quelque chose d'un petit peu imagé dans notre pièce, c'est un astéroïde, mais néanmoins ça peut quand même aborder ce genre de... Venons-en donc à mercredi. Alors, dans les yeux de Matteo, performance débat autour du harcèlement et de l'homophobie. Alors, c'est l'histoire de Matteo, un garçon qui vit un enfer en étant harcelé par ses camarades. Il est tenté de tout abandonner car il se sent incompris, où il est tombé dans un véritable piège social.
Il ose enfin raconter son histoire, le comédien Guillaume Lamort que tu es. Donc, tu nous plonges dans une atmosphère du harcèlement et de l'homophobie, dans une performance signée Joseph Agostini, qu'on a fait intervenir à plusieurs reprises à mon micro. Alors, comment tu as accepté, avant de parler du spectacle, ce spectacle? C'est parce que tu es concerné toi-même par la situation? Tu as un vécu aussi dans ce domaine ou pas? J'ai rencontré Joseph grâce à un ami que nous avons en commun, que je salue si jamais il écoute cette émission. Et en fait, c'est une première date au centre LGBT que m'a proposé Joseph, une performance qui parlait de l'addiction aux sites de rencontres et notamment à l'application Grindr. Et comme cette première performance s'est bien passée, nous avons décidé donc de travailler à nouveau ensemble pour créer cette performance donc sur le harcèlement et l'homophobie. Et c'est vrai que moi j'étais l'addiction à Grindr, c'est pas quelque chose qui m'a concerné. En revanche, c'est vrai que j'étais assez sensible de traiter de cette thématique, de la thématique du harcèlement. Comme je te l'ai dit à l'instant, je travaille aussi sur cette thématique avec un autre projet, avec les enfants. Donc pour moi, c'était vraiment très important d'en parler. Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça m'a touché? Je continue à me poser la question. Ouais. C'est pas forcément évident de mettre un mot. Et alors, raconte-nous un peu l'histoire, qu'est-ce qui se dit un peu en scène, cette performance un peu... En fait, c'est quelque chose qui est fréquent, j'imagine, pour qu'on en joue. Donc l'homophobie à l'école, c'est quelque chose qui est montré énormément du doigt. Beaucoup d'enfants, de jeunes sont harcelés. Et cette performance, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Si tu pouvais nous dire des choses sans forcément tout dévoiler. Eh bien, c'est une performance dans laquelle j'interprète 4 personnages différents. Donc il y a le personnage principal qui est donc Matteo, qui est donc le héros de l'histoire, à qui il arrive ces situations un peu tristes. Et il y a également sa mère et il y a également un professeur de l'établissement dans lequel Matteo est étudiant. Enfin, il est lycéen. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette performance, je pense, c'est d'avoir justement le point de vue de ces différents personnages. Et j'ai oublié un personnage, c'est un autre lycéen qui est justement celui qui intimide sans cesse Matteo, qui est responsable des brimades, etc. C'est intéressant d'avoir ce point de vue, le point de vue de tous ces différents personnages autour de la situation de Matteo. Et on se rend compte que le harcèlement n'est pas du tout vécu de la même façon par les différents personnages. Par exemple, sa mère ne s'en rend absolument pas compte. Le professeur, de la même façon, n'arrive pas du tout à distinguer ce qui relève de simples disputes entre camarades, de ce qui peut relever du harcèlement. Et donc, c'est intéressant, je trouve, d'avoir dans cette performance, d'avoir cet éventail de personnages à jouer. Donc, la personne reste isolée en permanence? Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais effectivement, c'est une performance qui n'est pas forcément très joyeuse. Mais justement, c'est pour amener au débat, parce que il y a un débat qui va suivre en fait de cette performance pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et oui, on se rend compte que ce fameux Matteo, oui, il est extrêmement isolé puisqu'il n'ose n'en parler ni à ses parents, ni à un chef d'établissement. Il a peut-être des camarades, l'histoire ne dit pas tout, mais en tout cas, ouais, il semble très isolé dans ses problèmes. Quand j'entendais tout à l'heure Christophe Martin nous parler de Macron comme quoi il ne peut pas entendre... le passage de ce type, par exemple, d'événements à l'école, moi je me dis, c'est quand même fou. On en a souvent parlé d'harcèlement à l'école et tous on a été victimes, moi le premier. Je pense que toi aussi, Étienne, ou pas du tout? Si, ouais. Ce serait bien que tu dises un peu ce que tu as envie de dire et qu'il y ait un échange entre toi et Guillaume. Tu as des choses peut-être à dire. Tu aurais aimé peut-être voir ce type de performance à ton âge, parce que tu es vieux maintenant. Alors, il y a plus vieux autour de moi, mais je sais pas en fait si j'aurais été prêt à le voir, parce que moi, dans ma situation, c'était ma normalité. J'étais victime, mais je l'intériorisais et j'étais pas prêt en fait à me voir comme une victime. Donc, est-ce que ça m'aurait ouvert les yeux? Je ne sais pas, mais en parler en tout cas, déjà, ça commence à libérer la douleur, quoi. Mais je ne sais pas. Valérie? Moi, je m'auto-censurais suffisamment pour pas être victime, donc parce que je présupposais une victimisation possible. Alors justement, une intervention, ça aurait permis déjà de parler des questions LGBT et ça aurait pu justement m'entraîner à une visibilité ou vivre qui j'étais, ce que je ne m'autorisais pas. Oui, en fait, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai qu'en fait, c'est le simple fait d'aborder ces questions LGBT est extrêmement important parce que, c'est vrai que les moqueries, les brimades sur un camarade sont très agressives, mais je dirais ce qui est le plus difficile pour lui, c'est de pas réussir à accepter qui il est. Donc, s'il avait simplement dans son champ de vision un modèle, quelqu'un qui lui dit être LGBT c'est possible. Moi je pense que ça aurait pu m'aider en tout cas. C'est une performance qui pourrait être adaptée pour des lycées par exemple, parce que je sais d'expérience, mes fils n'étaient pas LGBT-phobes et
évidemment, mais ce que je veux dire, quand ils me racontaient ce qui se passait dans leur lycée, ce qu'ils entendaient, on va dire, ce qui est monnaie courante, ça fait peur. Parce que même si quelqu'un n'est pas visé, il y a quand même quelque chose de flottant, parfois, de LGBT-phobe. Et je me dis que il faudrait, c'est quelque chose de primordial. Ce serait adapté, votre performance ? Eh bien oui, en fait c'est une question dont on a déjà parlé avec Joseph Agostini, donc, qui a écrit la performance. Ce serait très intéressant que ce projet déjà s'étoffe et aille ensuite dans les lycées. Bien sûr. Donc s'il y a une personne qui m'entend, qui a envie de travailler avec nous pour la diffusion de ce spectacle, il est bienvenu. C'est une performance qui dure 1 heure ? C'est une performance qui dure 20 minutes. 20 minutes. Parce que je me disais, 1 heure, ce serait pour 20 minutes. Tu joues donc 4 personnages. Donc c'est quand même assez intensif et il faut le faire quand même sur scène. Et après ça, donc il y a un débat avec les gens qui seront présents donc au centre LGBT de Paris. Et un débat qui dure à peu près 1 heure, on va dire. Oui, on peut dire ça. On a au total environ 1h15, 1h30 de... Alors pourquoi le centre LGBT ? Parce que justement ce type de performance, l'idée, comme on en parlait, c'est que ça se joue en milieu scolaire, mais le réseau peut-être du centre va vous permettre d'ouvrir des portes et d'aller vers l'univers de l'école peut-être ? Je t'envoie un SMS mercredi soir pour te dire si on s'est fait des nouveaux contacts. Ouais. Parle-nous, avant de revenir sur ce projet de mercredi, de celle que tu as vécue justement, ma vie sur Grindr un peu. Et l'expérience que tu as eue en jouant justement une scène de 20 minutes et ensuite l'échange que tu as eu avec la salle et ce que toi tu as appris. Eh bien, c'est vrai que c'était aussi à nouveau un éventail de personnages dans cette performance. Il y en avait encore plus, peut-être 7 ou 8. C'était différents scénarios, différentes personnalités qui étaient sur les applications de rencontres et qui avaient un lien un petit peu malsain avec leur application. Et en fait, c'est vrai que en discutant avec la salle, j'ai pu me rendre compte que c'était la situation que traversaient réellement des gens. Parce que c'était très bien joué, moi j'ai l'impression que tu passais ta vie sur Grindr en théorie. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce joli commentaire sur mon jeu, mais c'est pour le coup, même si, j'ai utilisé cette application, s'il vous plaît, ne le dites pas à tout le monde, mais j'ai utilisé cette application, je ne me suis jamais senti dans un lien de dépendance avec Grindr. On y passe des heures, mais à ce point-là, moi j'avais l'impression en fait que ça débouchait sans cesse sur une rencontre en fait quand même, et donc du coup on revenait au réel. On discute pendant des heures, on est sur une application, mais au final, on rencontre quelqu'un, il peut se passer quelque chose de bien et on peut délaisser l'application. Et au final, je me rends compte qu'effectivement, il y a une vraie addiction qui se crée. Et ce qui était aussi intéressant, ce que j'ai appris, c'est tous les mécanismes mis en place par l'application pour faire en sorte que les gens restent dessus, de la même manière que Candy Crush Saga, peut nous absorber des heures. Mais... Les retours de la salle, alors... Il y a des gens qui se sont reconnus dans ton spectacle ? Eh bien, je pense, oui, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont échangé avec Joseph et moi, et notamment avec moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, oui, moi je suis un addict à Grindr. Alors, il y a toujours un médecin qui participe à ce type de performance, qui fait partie de l'association Psygay. Donc, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de la musique, parce qu'il faut aussi une musique... C'est Joseph Agostini, auteur, qui sera également régisseur le jour du spectacle. Et rappelle-nous donc la date du spectacle de mercredi, l'horaire et le lieu. Eh bien oui, avec plaisir. Donc mercredi 13 avril, 20h30 au centre LGBT. Eh bien voilà, on vous attend nombreux, c'est gratuit et sans réservation. À partir de quelle heure ? À partir de 20h30. Alors la musique, le débat il est terminé par David Malinowski. Le psychologue, il est membre de Psygay. Et Sébastien Jakubowski, qui fait partie de la musique aussi certainement en tout cas. Ah oui. Est-ce que vous irez ? Vous avez le temps d'y aller mercredi ? Je suis pris par ailleurs. Je pose Nicole. Bon, j'espère que ça se rejouera. Ça fera peut-être le tour de Paris avant d'aller dans les écoles, ou même le Tour de France, qui sait. On peut dire que c'est un début de projet et que oui, l'avenir reste à construire. Tu joueras des choses en parallèle ? Tu as d'autres projets ? Tu préfères ne pas nous en parler ? Je préfère ne pas encore donner le résultat d'une très très grosse audition que je passe cette semaine, un texte que j'ai absolument envie de jouer. Ah oui ? Donc si jamais je suis pris, attendez une tournée nationale. Mais sinon non, je vais poursuivre ce projet, donc je vais plutôt à la mise en scène, mais ce projet avec mes classes de CM2 autour du harcèlement scolaire également, pour le mois de juin. On croise les doigts pour toi en tout cas. Merci d'être passé par mon micro et on te propose de rester avec nous pour la suite de l'émission. Merci beaucoup.
Merci Guillaume. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Attends. Qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical ? Alors, j'ai remarqué que la chronique actuelle, justement, même tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avec notre invité, il y avait un mot-clé qui m'a décidé à choisir la musique, qui était, du coup, il y avait écrit, forcément, déjà, c'est une performance débat, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que forcément, derrière, ça veut dire que au bout de la performance, il y a un retour. Au niveau des spectateurs, il y a un dialogue qui sera beaucoup plus... déjà prenable et donc forcément beaucoup plus intéressant que dans d'autres pièces où c'est des fois on a juste à regarder la pièce de théâtre, on n'a pas le temps de discuter avec les comédiens. Oui, je suis d'accord, des comédiens peuvent être plus connus que d'autres, mais des fois c'est sympa aussi de pouvoir échanger avec eux parce que ça crée des liens et ça crée aussi un retour inattendu et quelque chose de très sympa. Donc il faut savoir que du coup c'est dans les yeux de Mathéo, et du coup dans les yeux je me suis dit il y a une musique qui correspond bien à ça. Et oui, effectivement, je crois que Étienne l'a deviné, et il s'agit bien sûr de The Weeknd avec In Your Eyes, et donc du coup, forcément, on va l'écouter tout de suite. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, in your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, in your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
le cercle des chroniqueurs. Alors nous avons écrit le nom de Guillaume Lamort de Gaille. Cette fois-ci, je prononce très bien. Tout de suite, il est l'heure. J'écris ton nom avec Valérie Beau qui écrit le nom de Ovida Delect. Alors tout a commencé par le fait de flâner dans les rues de Paris. Quel bonheur de flâner, de rêvasser. Il y a quelques mois, à l'angle de la rue des Archives et des Blancs-Manteaux, dans le Marais, n'est-ce pas ? Le nom d'une place m'interpelle. Place Ovida Delect. Le panneau indique en complément 1926-1996. Résistante, déportée, poétesse. Cette nomination est l'aboutissement d'un travail de recherche et de visibilité de mémoire LGBT par la ville de Paris. À partir de ça, je me suis dit, eh bien, voilà une bonne idée de chronique et à creuser et à faire découvrir. Donc j'ai consulté à la BNF, j'ai voulu aller à la source et j'ai consulté des ouvrages qu'elle a écrits. Donc dans un recueil de poèmes publié en 1978 qui se nomme Ovida dans la grande fête, on peut lire une interview d'elle. Voici comment elle se présente. Née le 24 avril 1926 à Caen, en Normandie, j'ai eu une enfance relativement heureuse dans une famille d'employés, mais une adolescence très mouvementée et dramatique, en raison, notamment, des événements nationaux et internationaux. Mêlée très tôt à la lutte contre l'occupation hitlérienne, j'ai organisé et dirigé, dès l'âge de 16 ans, un groupe de résistance de jeunes contre les nazis. Je fus d'ailleurs arrêtée à l'âge de 17 ans par la Gestapo. Je m'en sortis exsangue et noircie par les coups, mais avec la conscience très nette de la responsabilité que j'avais de sauver mes camarades. Je connus la prison puis la déportation dans les camps d'extermination nazis en Allemagne. Ce fut une période infernale, mais sans papier ni crayon, je m'évadai par la pensée et le cœur et créai dans ma tête des revanches poétiques. Je fus rapatriée en juin 1945 à l'âge de 19 ans sur un brancard et par avion. Je pesais alors 27 kilos, les os me traversaient la peau. J'avais le typhus, avec le sentiment très net de représenter des millions de cadavres. Alors plus loin dans l'interview, Ovida nous explique. Dès 1972, ma féminité essentielle ne cessant de s'accentuer et les détours et les faux-semblants dont j'usais encore me paraissaient de moins en moins supportables, j'ai pris l'habitude de signer de mon nouveau nom, d'Ovida Delect, tous mes ouvrages et mes lettres les plus intimes. Je pouvais en effet m'exprimer pleinement et vraiment. Tout mon moi bondissait et se développait. Si je suis obligée d'affronter des tabous, des préjugés, est-ce un crime ? Est-ce que cela me rend antisociale, asociale ? Nullement. C'est dans la vérité de mon être que je m'apporte le mieux aux ensembles et à l'ensemble humain. J'aspire ardemment à être une femme totale, c'est ce que je suis et m'efforce d'être toujours davantage poétiquement. Donc à l'âge de 55 ans, Ovida transitionne socialement et choisit le nom de plume qu'elle utilise depuis 1975, Ovida Delect. Elle continue de vivre avec sa femme et leur fils. À la question « Votre compagne vous comprend-elle ?» elle répond « Oui, j'ai cette chance. » Et il lui revient beaucoup de mérite. Elle nous explique plus loin. Après avoir professé français, histoire, géographie dans les collèges de l'éducation nationale, je suis maintenant en retraite, anticipée pour invalidité de guerre, ce qui me permet de me consacrer entièrement à mon métier d'écrivain. Ovida décide à 60 ans de participer au tournage d'un documentaire réalisé par Françoise Roman, « Appelez-moi Madame ». En 4e de couverture de l'un de ses livres, Ovida se présente ainsi « Elle vit en poésie. Son existence est poévie. 33 ouvrages parus de 1949 à 1979, d'autres sont à venir. Par l'intermédiaire de ses poèmes, elle essaie de s'apporter en joie, en au moins le plus de bonheur à ses sœurs et frères humains qu'elle aime. Ovida Delect aime et ose le dire. Alors maintenant, je vais vous lire quelques poèmes. Dans un recueil giboulé de bonheur, le recueil commence ainsi. Un peu de cendre passe à travers l'arc-en-ciel. Les nerfs tendus de l'air vibrent de volupté. On peut voir l'eau frémir dans la mare stagnante. Que va-t-il se produire au bout de tant d'attente ? Je crois que va jaillir, en robe longue et lente, un intensément femme ornée d'un rouge œillet. Un autre extrait. Une poésie qui prend forme envahit collectivement l'histoire. Le grand bonheur ne peut exister qu'au pluriel. L'absolu, c'est toujours l'approche collective. Ça nous rapproche un peu de la politique. Et pour terminer, justement, parce que sa plume peut être très très politique,
un dernier poème, Vampire and Company. On achète du sang à bas prix, du sang de bidonville, du sang de rachitique et de sous-alimentés, du sang de familles nombreuses et moribondes, du sang abandonné dépourvu de salaire, ainsi que de maisons, de terre et de travail. On revend en bouteilles et sous bonnes capsules. Sur les places de Hambourg, Baltimore ou Zurich, il faut que la capsule ait une image de marque, cette image de marque de grande importance. Les compagnies des gisements sanguinifères, les trusts des trafics d'hémoglobine de pauvres et les banques privées des plasmas congelés offrent maintenant des dividendes. C'était en 1982. Elle décédait à l'âge de 70 ans, il y a 25 ans, et ses textes, ses mots n'ont pas pris une ride. Et c'était du coup par ses actions une militante, on va dire, d'avant-garde. Merci pour cette découverte Valérie. Des petites réactions, Guillaume? C'était très agréable d'écouter des poèmes comme ça un lundi soir. Ça fait du bien, surtout après les élections. Étienne? Bon, ça nettoie les oreilles. Hein. Mais je trouve ça très bien parce qu'on passe souvent dans les rues, on voit des noms et on va jamais au-delà pour savoir qui c'est. Et je trouve ça bien de découvrir effectivement ces êtres derrière ces caractères. Et, merci. Merci la ville de Paris de semer petit à petit à travers la ville nos identités, nos personnalités que l'on méconnaît. Effectivement. Les prochains sur la liste, tu peux nous dire déjà, tu as déjà des choses... il y a une exposition à Paris, Toyen est dans la liste, et puis d'autres avec des invités. Merci d'être avec nous, Valérie. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous enchaînons maintenant avec LGBTech, Étienne Pompé-Femme. Oui. Alors, quelle lecture tu nous conseilles ce soir? Ce soir, Brahim, je suis très heureux de vous parler de Cemetery Boys, apparaître ce vendredi aux éditions Actu SF. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter son auteur. Hayden Thomas est un homme transgenre, latinex, originaire d'Oakland, en Californie. Cemetery Boys est son premier roman, sorti en 2020 aux États-Unis. Il est resté 4 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, a gagné le prix du livre du Pacific Northwest 2021 et a été nommé dans de nombreux autres prix. Voilà pour le contexte. Maintenant, le texte. Nous sommes dans la région de Los Angeles. Yadriel est un garçon transgenre d'origine latina de 16 ans. Il fait partie d'une famille de brujos, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui peuvent voir les esprits de personnes perdues entre le monde des vivants et le monde des morts. Chez les brujos, les hommes possèdent des pouvoirs d'invocation d'esprits errants dans le monde des vivants et les femmes celui de guérir tous les maux, du deuil à une blessure grave. Même si sa famille accepte sa transidentité, à quelques erreurs près bien sûr, son père, chef du clan, refuse qu'il participe à la cérémonie des brujos. En effet, selon lui, jamais la déesse de la mort n'acceptera de lui donner des pouvoirs d'invocation. Tout comme son oncle qui n'a pas suffisamment de puissance magique pour invoquer des esprits, Yadriel est condamné à faire partie de ces brurex qui passeront leur vie sur le banc à couper des citrons. Mais avec Maritza, sa cousine végane qui refuse de guérir parce que chaque guérison nécessite l'utilisation de sang animal, Yadriel décide d'aller à l'encontre de cette décision. À 2 jours du Dia de Muertos, le moment où, pendant 48 heures, l'esprit des brujos morts revient dans le monde des vivants, période pendant laquelle les cérémonies d'Aquilare sortent de première communion brurex, Yadriel décide de procéder tout seul à ses quinces, cérémonie qui lui permettra de recevoir ses pouvoirs de brujos. Enfin, si la diosa de la muerte reconnaît sa véritable identité. Vous l'avez compris, ce livre pour jeunes adultes est fantastique. Fantastique, il est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il relève du genre fantastique. Vous avez des fantômes, des malignos, sortes de démons issus de la dérivation des esprits perdus, comme les holos dans Bleach, pour les amateurs de manga. Les amoureux d'Harry Potter s'y retrouveront également. Des gamins agissent dans le dos des adultes qui ne les écoutent pas, ne veulent pas les comprendre et seront amenés à sauver leur communauté. Fantastique, il est également grâce à tous les personnages LGBTQI+, qui saupoudrent le texte. Bien sûr, il y a le personnage principal, mais il y a également toute une ribambelle de jeunes qui sont aussi gays, lesbiens ou transgenres. La question raciale est également abordée. Bien sûr, la mythologie sur laquelle se fonde le livre est mexicaine, mais la communauté latina est globalement incarnée. Ce livre est 100% on voice. C'est fantastique. Hayden Thomas est, je vous le rappelle, transgenre, gay et latino. Donc tout est juste. L'auteur nous plonge dans cette communauté latina où les jeunes appartiennent forcément à des gangs, sont forcément violents, n'ont pas le droit à la même justice que les blancs, j'en passe et des meilleurs. Mais aussi le quotidien des jeunes trans, en l'occurrence ici un garçon, avec son obsession du binder, ce bandage de la poitrine qui vous comprime toute la journée la cage thoracique.
Ce livre m'a permis également de comprendre émotionnellement ce que vivent les personnes trans au quotidien, avec notamment la hantise des toilettes publiques. Même si je ne suis pas concerné par la question de la transidentité, je me suis reconnu dans la pression sociale qui pèse sur toutes les personnes LGBTQI+. Une phrase d'ailleurs m'a énormément marqué, je vais vous la lire. Yadriel, donc à ce moment-là, veut aider les autres hommes à retrouver le corps de Miguel, son cousin mort violemment quelques heures plus tôt. Bon, ça se passe au début, je vous raconte rien, je vous spoil pas grand-chose. Donc, devant l'insistance de Yadriel, proche pour son père de l'insolence, ce dernier explose et utilise le dead name de Yadriel. Quelques heures plus tard, son père veut se racheter, il lui demande pardon. Et là, Yadriel ne veut pas le lui accorder. Il se fait alors à la réflexion suivante. Pourquoi devait-il toujours absoudre les gens de toute culpabilité ? Il ne voulait pas être compréhensif, il n'avait pas en lui la force de pardonner cette fois-ci. Cette question est fondamentale pour toute personne victime de discrimination sexuelle, LGBT-phobe ou raciale. Quand une personne autour de nous qui se veut bien bienveillante, ouverte et dans l'acceptation de toutes les différences nous envoie une insulte sans s'en rendre compte ou pas, il revient toujours à nous d'accepter leurs excuses, qu'ils comprennent ou non l'origine de notre douleur jusqu'au prochain dérapage. Est-ce toujours à nous de nous excuser, d'excuser nos bourreaux d'un jour de leur comportement inacceptable ? Je vous laisse seul juge. Donc, vous l'aurez compris, ce livre est fantastique pour tous les sujets que j'ai abordés avant, mais c'est avant tout un roman de science-fiction parfaitement écrit, tout se connecte, s'assemble, comme un bon Harry Potter. Cela dit, je ne sais pas si Hayden Thomas accepterait d'être comparé à J.K. Rowling. Certes, son œuvre est le plus gros succès littéraire et cinématographique de ces dernières décennies, mais son autrice est très ouvertement transphobe. Elle déclare sur Twitter que les vraies femmes ont des règles. Elle a publié un article qui s'appelle 5 raisons de s'inquiéter du nouveau militantisme trans. Elle fait la promotion de sites qui vendent des badges arborant des « les femmes trans sont des hommes », etc., etc. Bref, arrêtons là la catastrophe Rowling. Tu as donc aimé ce livre ? Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi, Brahim. Le début a été un peu compliqué pour moi. Je ne suis pas un lecteur assidu de SF ou de fantastique. J'ai toujours l'impression de perdre un peu mon temps dans des mondes imaginaires dans lesquels je ne me reconnais pas du tout et qui ne remettent pas en question ma propre vision du monde. Il m'a fallu quelques pages pour entrer dans cet univers et dépasser finalement le cadre du fantastique. Puis, non seulement j'ai été embarqué par l'histoire, mais j'ai réalisé que pour soutenir le propos du livre « Un trans est-il un vrai homme ?», l'histoire n'aurait pas pu être différente. Enfin, fait rare dans un livre de ce genre, un retournement survient à la fin et j'étais retourné. Calme-toi, Ibrahim. Juste par l'histoire. Je disais que tu avais bien terminé en plus. Tu étais bien retourné. Je t'avais bien terminé. Très bien. Écoute, tu avais bien démarré. Tu ne crois pas au monde métaphysique, toutes ces choses, non ? Non. Tout ce qui est fantôme, tout ça, c'est du vent. Tu n'y crois pas ? Moi, j'ai des croyances à ce niveau-là. Si, quand même, je crois en pas mal de choses. Ouais. Chacun. Enfin, il y a certainement des mystères, je l'espère. Ouais. Il t'a donné envie de te procurer le livre et de le lire, Guillaume ? Mais je vais te dire honnêtement, oui. Malgré ton accent espagnol qui est moi je trouvais bien son accent, très bien. Quand on a quelqu'un qui parle espagnol, tu parles espagnol, je crois, Nathan. Un petit peu. Il a un bon accent ou pas ? Je ne dirais pas non. Mais voilà, donc passé ça, j'ai beaucoup apprécié la description du livre et peut-être que je pourrais me laisser tenter. Il est très très bien. Donc il sort ce vendredi en France. Okay. Mais il y a un truc qui m'avait un peu déçu parce que tu disais que c'est un livre qui était plutôt consacré aux jeunes adultes. Oui, c'est une catégorie de romans destination jeunes adultes comme Harry Potter, Becky Albatali, Love Simon, etc. Mais en fait, ça se lit très très bien pour les adultes. Et généralement, surtout dans la littérature LGBT, je trouve que c'est les romans qui sont les plus originaux et prenants. Il y a du fond, de la forme et c'est pour ça que j'aime bien cette littérature-là. Tu sais que pendant que tu présentais ta chronique, ça tu les vois, il y a un monde invisible qui existe. Et je voyais des gens autour de toi et au-dessus de toi en train de t'écouter attentivement, sincèrement. Tant qu'il n'y ait pas J.K. Rowling. Tu veux que je te les décris, non ? Je veux bien. Bon. Je t'enverrai des messages ce soir. Merci pour ce livre. En liste d'autres livres en vue que tu seras amené à nous présenter ? Tu as en tête, en mémoire des Je verrai, j'ai ma table de chevet qui commence à ployer sous le poids. Donc on va voir le premier que je retire de la liste. Très bien, merci mon cher Étienne. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et du coup, pour cette musique, moi je me suis dit, il y avait une musique qui était assez importante. Peut-être vous l'aurez entendue là, parce qu'elle passe effectivement en fond.
Cette musique-là, c'est une musique qui est très très connue, forcément, l'artiste. Si je vous dis Luz Casal, ça va pas forcément vous dire grand-chose. Par contre, si je vous dis musique originale super connue de Talons Aiguilles de Pedro Almodóvar, alors là, vous allez dire oui, bien sûr. On s'écoute tout de suite Piensa en mí. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve sin ti. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et vous venez d'entendre chanter Éric Garnier. C'était une surprise. Éric Garnier, tu es avec nous ? Oui, j'ai une belle voix. Ouais, tu as une belle voix. Écoute, ça valait le coup de patienter un peu. Ah ben oui, oui, passer après un tel chef-d'œuvre, je sais pas si je serai à la hauteur. Mais tu seras à la hauteur aussi en présentant donc ce DVD sud-africain Mofi chez Outplay. Oui, alors Oliver Hermanus, on avait déjà vu un de ses films en 2011 qui s'appelait Beauty. Alors, la beauté, on pouvait peut-être
pensé que ça correspondait à ce jeune homme qui est très beau en effet, qui est le fils d'un ami, d'un homme qui est père de famille lui-même, et ce père de famille luttait contre sa tendance homosexuelle, et bien sûr cette lutte le rend obsédé par ce jeune homme fils de ses amis. Donc c'était un premier film assez dur, assez lourd, sur l'homosexualité contrariée que l'on doit bâillonner. C'est un peu ce qui se passe dans ce Mofi, donc qui est sorti sur les écrans l'année dernière, je crois, et qui est maintenant en DVD. Alors, on est toujours en Afrique du Sud. Peut-être certains l'ont oublié, mais en 1980, l'apartheid règne dans sa plus grande laideur, sa monstruosité. Je rappelle qu'un homme blanc sur 10 maintient dans l'esclavage quasiment 9 hommes noirs. Donc c'est un régime absolument épouvantable. Et évidemment, l'Afrique du Sud est entourée de pays et veut absolument défendre ses frontières et organise bien sûr des sortes de services militaires pour les jeunes blancs que l'on dresse pour qu'ils défendent de l'ordre blanc la ségrégation en Afrique du Sud et d'éventuelles attaques de pays environnants. Et donc c'est adapté d'un récit vrai d'un homme qui s'appelait Monsieur Van der Merwe, et ce André Karl Van der Merwe, joué par un très très beau garçon, on le voit obligé de suivre cette formation absolument épouvantable. Vraiment, ne pas aimer l'armée dans ces cas-là, c'est vraiment une évidence absolue, c'est vraiment atroce ce que l'on voit. Et pour combattre ce danger noir, il faut bien sûr des jeunes, mais des vrais jeunes, des vrais hommes. Et évidemment, l'homosexualité du jeune Nicolas est un danger que Nicolas sent bien risquer d'être sa perte. Et quand il rencontre un jeune homme un petit peu plus courageux que lui, qui s'appelait Dylan, un soldat aussi, va commencer le drame, car les films de Oliver Hermanus n'engendrent pas la gaieté, si on peut dire, et on va voir petit à petit Nicolas broyé par ce système, au point broyé, disons, dans son désir homosexuel, car bien sûr il ne peut pas le pratiquer dans le cadre de l'armée. Et on espère qu'à la sortie, il va retrouver ce Nicolas, ce Dylan, qui lui a été vraiment broyé par l'armée, et c'est affreux d'ailleurs. Et on pense que Nicolas va peut-être vivre le désir qu'il avait pour Dylan quand ils sortent tous les deux de ce cauchemar. Je ne vous dis pas, bien sûr, ce qui va se passer, mais en tout cas, de bout en bout, on est scotché on est atterré, on est bouleversé par ce drame qui nous rappelle à quel point les régimes dictatoriaux, on en connaît, en Russie par exemple, et d'autres, où il est impossible de vivre son homosexualité, ou alors au risque d'être détruit. Donc c'est pas un film joyeux, mais en tout cas c'est un film qui fait beaucoup réfléchir et qui nous rend heureux d'être français, en fait, sans faire du cocorico. On se dit qu'on est... Merci Eric, on doit finir parce qu'il y a une émission qui va suivre. On est contraint de couper, il y a une émission qui va suivre. Merci, on a bien compris ton message et le film. À très vite, on t'embrasse.
chez Outplay. Chez Outplay, on a bien compris. Merci Eric, c'est fini pour ce soir. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.